Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette 4e conférence du premier jour du Paris-Saclay Summit avec un sujet d'importance. La France se détourne-t-elle de la science? Alors fort heureusement, il n'y a pas de fuite des cerveaux scientifiques vers l'étranger, du moins pas tant que ça, mais il semblerait qu'il y ait une véritable défiance du pays envers la France, en cause les différentes crises sanitaires, vache folle, récemment Covid, sur lequel a essaimé le terreau des antivax. Alors, on va évoquer peut-être l'absence de formation scientifique de nos politiques, la question de l'info en continu, qui pose également question. Et peut-être faut-il prendre ainsi le mal à la racine. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, Karine Berger, économiste, ancienne députée, et vous êtes autrice de « Quand la France se détourne de la science ». On aura d'ailleurs une dédicace juste après cette table ronde dans la librairie. Vous êtes accompagnée de Mathieu Molimar, vous êtes chef de service au CHU de Bordeaux, et vous êtes tous deux interviewés par Adrien Brachet, journaliste au Point. Bonjour, bonjour à vous deux, bonjour à tous. On est très heureux de vous recevoir et pour commencer cette table ronde, je voulais qu'on commence par un paradoxe que vous posez d'ailleurs, Monsieur Molimar, dans un rapport que vous venez de remettre au ministre de la Santé sur la question de la désinformation en santé. Votre rapport commence par un paradoxe qui est que à travers la crise Covid, on n'a jamais eu autant de scientifiques, de médecins dans les médias. On n'a probablement jamais autant parlé de la science. Et pourtant, au même moment, on n'a jamais eu autant de fausses informations, de désinformation en santé et plus largement en sciences. Est-ce que pour commencer, vous pouvez essayer de nous expliquer le pourquoi de ce paradoxe? La désinformation en santé, ça a toujours existé. Je vous rappelle, au XVIIIe siècle, au moment de la vaccination contre la variole, vaccination c'est la viande de vache, vaca, et la vaccination c'était la variole de la vache qu'on injectait, et donc déjà les antivax disaient qu'on allait avoir des cornes de vache qui allaient pousser, etc. Déjà la modification de l'ADN qui n'était pas encore connue. Donc ça a toujours existé. Et c'est vrai que tout ce qui touche à la santé est un peu particulier parce que ça touche à nos émotions, à la vie, à la mort, à nos craintes. Et donc quand on a peur, quand on a des émotions comme ça, tout d'un coup, on ne réfléchit plus. Donc, on devient une proie facile pour des gens qui veulent en profiter, des profiteurs de crise, des désinformateurs. Et donc, pendant la crise Covid, on a tous eu peur. Tout le monde a eu peur pour sa vie, pour la vie de ses parents, pour la vie... Et donc, on s'est un peu transformé pour certains qui n'avaient pas la chance d'avoir la culture, l'éducation scientifique et la formation pour se retrouver un peu comme des animaux désemparés, prêts à suivre n'importe quoi. Alors, il y a eu beaucoup d'informations. Nous, sur les réseaux sociaux, on s'est nourri d'informations. On avait les informations au jour le jour, les articles avant qu'ils soient parus. On avait la capacité de les analyser et de voir si c'était fiable ou pas fiable. Mais tout le monde a eu une foule d'informations et est incapable de différencier le vrai du faux. C'est assez difficile de différencier le vrai du faux quand on n'est pas prêt à l'entendre. Donc il y a une volumétrie très importante d'informations et une désinformation beaucoup plus importante encore parce que les algorithmes des plateformes, on pourra en reparler, basent sur la réactivité, l'émotion, le retweet, le relancement. Et quand ça touche les émotions, on a tendance à relayer plus. C'est le principe des rumeurs. On transmet plus volontiers une rumeur, quelque chose qui choque, que quelque chose qui va vous dire le vaccin est efficace, le vaccin a tel effet indésirable ou tel médicament n'a pas d'action, alors que quelqu'un vous promet qu'il va vous guérir tous. Allez-y, oui, madame. Évidemment, tout ce qui vient d'être décrit s'est passé, mais j'ai envie de dire, ça s'est passé aussi ailleurs, et ça n'a pas eu les mêmes effets. C'est-à-dire que le rejet des vaccins, c'est effectivement vieux comme les vaccins. En revanche, l'accélération qu'on observe, que vous observez dans votre rapport au moment de la crise Covid, est vraie en France, est terriblement vraie aux États-Unis, et eux, ils ont perdu la bataille. Nous, on l'a gagné. Et c'est un petit miracle. Ça aurait vraiment pu mal finir. On l'a gagné grâce aux équipes du professeur Fischer, etc. Mais ça, je vous laisserai peut-être le rappeler. En revanche, la bataille de la désinformation, la bataille des antivax dans la présence, dans nos représentations collectives, a bel et bien été gagnée en France au moment de la crise du Covid. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on est avec les mêmes réseaux sociaux, on est avec les mêmes informations en continu, et pour autant,
pas de vague anti-vax, pas de vague anti-science et une adhésion à la vaccination, ou en tout cas une campagne de vaccination qui se passe de manière tout à fait naturelle. Et je pourrais citer d'autres pays dans une sorte d'éventail incroyable. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui se passe dans notre pays, ce qui s'est passé aux États-Unis au cours des dernières années, ce qui est en train de naître dans notre pays ou en Italie, est quelque chose de différent des autres fois. On est dans quelque chose de différent. Alors pourquoi justement on est, nous Français, dans quelque chose de différent ? Alors, je vais peut-être revenir sur un exemple qui, moi, m'a beaucoup perturbée, d'autant plus que, ça a été dit, je suis ancienne députée, c'est mon camp politique qui l'a lancé. En 1989, le ministre de la Santé de l'époque est médecin. Il s'appelle Bernard Kouchner. Et c'est lui qui décide de suspendre la campagne de vaccination contre, professeur, l'hépatite B, j'allais dire mauvaise lettre, contre l'hépatite B dans les écoles. On a un ministre de la Santé, médecin lui-même, qui dit il y a un risque, il y a une menace. On est en 1989. Comment voulez-vous qu'une population ne puisse pas imprimer durablement ce message qui est de dire la science, le progrès scientifique en matière médicale n'est pas certain, constitue une menace, crée une peur. Eh bien, l'ensemble des crises technologiques et aussi sanitaires qui se sont déroulées, dans les débats collectifs depuis, on va dire, le début des années 80. Cet exemple en est un parmi d'autres, évidemment, d'autres beaucoup plus dramatiques. L'ensemble de ces crises a installé petit à petit, a infusé l'idée que non seulement la science est contestable, mais surtout que le progrès technologique est en soi pourvoyeur de menaces. Et je pense qu'il faut notamment aller chercher la raison de cette confusion incroyable et de cette accélération incroyable de la période du Covid dans ses racines plus profondes. Et professeur, est-ce que vous rejoignez cette idée que le problème de fond, c'est notre rapport à la science, au progrès ? C'est-à-dire, avant que les désinformateurs arrivent, il y a déjà ce problème-là de confiance ? C'est sûr que la science, ça se construit. Et puis ça avance, ça tâtonne, ça recule un peu, ça réavance, et c'est pas parce qu'on recule qu'on a menti, c'est qu'on a découvert qu'en fait le raisonnement n'était pas complètement correct et qu'il fallait le corriger un petit peu. Et d'ailleurs on l'a vu pendant la crise Covid, vous avez vu les vaccins, on les a adaptés. Alors on n'avait jamais suivi autant les vaccins que les vaccins Covid, jamais vu des essais cliniques à 40 000 personnes, j'ai jamais vu le suivi de pharmacovigilance qu'on a fait, c'est les vaccins les plus surveillés qu'on ait jamais surveillés. Mais malgré tout, avec des centaines de millions de personnes et des milliards de personnes vaccinées, on s'est aperçu qu'il y avait des événements indésirables qui arrivaient, mais de manière rarissime, qu'on n'aurait pas vu normalement. Mais comme on a tellement traité de personnes, on s'est aperçu qu'il y avait quelques effets indésirables, que des fois dramatiques, et ça a permis de restreindre l'utilisation à des personnes plus âgées ou éviter les myocardites, qui n'étaient pas graves en l'occurrence, mais en mettant ce vaccin qui donnait ces myocardites à des patients plus âgés. Voilà, donc ça s'adapte, la science. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ce que disait Madame Berger, en France, on a une historique. Il y a l'histoire du sang contaminé, on a l'hépatite B, on a le Mediator, et là-dedans aussi on a une influence politique qui a pu intervenir, et donc on a une classe politique aussi qui a des comportements qui des fois peuvent faire mettre en cause, et qui fait qu'on va avoir des croyances ou des représentations de la science qui vont varier en fonction de son origine politique, ce qui pose un vrai problème. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a pas une prise de conscience au niveau de la classe politique du danger que représente la désinformation pour notre démocratie. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé pendant la crise Covid, dans toutes les familles, on connaît quelqu'un qui était le tonton anti-vax ou le tonton pro-hydroxychloroquine avec qui on ne pouvait plus parler parce qu'on est parti dans la croyance, on n'était plus dans le raisonnement. Alors, c'est justement pour nous expliquer, je pense que c'est intéressant d'aller au fond de ça. C'est quoi le danger de ça? Parce qu'on peut se dire, ok, on est en train de manger autour de la table, on se parle plus, mais au-delà de ça, c'est quoi le danger pour la démocratie? Le danger, quand on arrive à ne plus se parler, c'est la remise en cause de notre vivre ensemble. Et notre vivre ensemble, c'est la base de la démocratie. Et c'est aussi un terreau formidable pour les manipulations. Pour les manipulations qui, par des politiques qui y voient de l'intérêt et purement électoralistes, pour des manipulations étrangères. On a pu, dans notre rapport, interroger des gens qui nous ont montré qu'il y avait des financements jusqu'à 50 000 € qui étaient donnés à des youtubeurs pour aller promouvoir tel vaccin russe. Et
dénigrer tel vaccin ARN, et quand on remonte des sociétés écrans en société écran, on arrive à une proche de Poutine. Donc il y a un gros intérêt. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où la désinformation est devenue une désinformation d'État, ce qui est comme la première fois qu'on voit ça à ce niveau-là, eh bien, on voit les influences que ça peut avoir sur nos sociétés. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention et que la classe politique prenne conscience, la population, du danger que représente pour notre démocratie cette désinformation en santé. Peut-être, d'ailleurs, si on revient un pas en arrière, qu'est-ce qui différencie la science dans nos sociétés occidentales du reste? Alors, on se risque dans l'essai avec Grégoire Biasini à proposer deux caractéristiques très particulières. L'universalité et l'incontestabilité. Universelle au sens où on peut refaire, n'importe qui, dans n'importe quel lieu, peut refaire la même chose quand c'est scientifique. Universalité, c'est clairement quelque chose qui, du point de vue occidental et du point de vue, on va dire, l'histoire des Lumières, était pour nous acquis, qui ne l'est plus du tout. Et là, c'est la problématique de la démocratie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a basculé dans un débat politique où c'est la contestation de l'universalité qui crée les blocs politiques. Deuxième caractéristique de la science historique, l'incontestabilité, au sens où elle ne peut être débattue que par ses erreurs propres. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur des opinions, on est sur le mécanisme de déroulé de la démonstration. Et quand un résultat scientifique est contestable, c'est qu'il est contestable dans ses erreurs internes propres et pas par autre chose. Et là, on se heurte frontalement à la dérive ou à l'évolution du débat politique depuis plusieurs années, qui est que, en fait, le sujet n'est pas la discussion, la contestabilité, le fait de contester une démonstration. Le fait est brutal de remporter le match de l'opinion dans la seconde, dans la minute, dans le quart d'heure du débat en continu. Donc, on a à la fois la remise en cause, le monde politique actuel et la construction de nos représentations politiques ne veut pas de l'universalité, ne veut pas de l'incontestabilité, se construit à l'encontre de ces deux notions. Et évidemment, ce qui est perdant dans l'affaire, c'est la notion de vérité. Il va de soi que c'est là où on se retrouve face à un problème de si on n'est plus d'accord sur ce qu'est la vérité, on n'est plus d'accord pour discuter de rien. Mais alors justement, professeur, pour comprendre un peu encore plus les causes de ces désinformations-là, vous avez travaillé justement sur le profil de ce que vous appelez les désinformateurs dans le rapport. Quelles sont les motivations de ceux qui désinforment sciemment? Parce il peut y avoir une partie d'incompétence, de maladresse de la part des politiques, par exemple, mais ceux qui désinforment, sciemment, quelles sont leurs intentions? Est-ce que c'est en effet des intentions politiques de division de la société? Est-ce que c'est des intentions financières? Est-ce que c'est des gens qui sont sincèrement convaincus de ce qu'ils disent? Quelles sont les motivations? Alors, pour qu'on soit tous d'accord, il faut se mettre d'accord sur les définitions. Donc, quand on parle de désinformation, c'est effectivement intentionnel. C'est apporter une information qui est fausse, soit parce qu'on dit quelque chose complètement faux, soit parce qu'on oublie de signaler quelque chose qui est important dans la compréhension de l'ensemble et qui, du fait, il rend la présentation fausse, intentionnellement. Il faut distinguer ça de la mésinformation, ce que nous sommes tous capables de faire, c'est-à-dire relayer une désinformation de bonne foi, pas dans une intentionnalité de tromper, mais parce qu'on s'est fait avoir, restons simples. Et ça, c'est la propagation des rumeurs, c'est le même mécanisme, donc il faut tous à notre niveau agir. Et ensuite, la troisième définition, c'est la malinformation. La malinformation, c'est partir souvent d'une information relativement vraie, mais aller pour dénigrer et déformer, pour dénigrer une personne. Je suis venu au Saclay Summit, donc je suis un pro Le Point, et donc j'ai telle couleur politique, voilà, et donc voilà, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Enfin, on peut dire n'importe quoi et faire dire n'importe quoi en tronquant ou en déformant, à partant d'une chose vraie. Donc la désinformation, pour ce qui gouverne dans le monde, il n'y a pas grand-chose. Il y a le sexe, pas trop intéressé là-dessus. Il y a l'argent et le pouvoir. Donc il reste l'argent et le pouvoir. Les désinformateurs ont énormément d'argent. Par des appels aux dons, des associations qui ont été créées par Mme Vonner pour une politique par exemple, à de l'ordre de 300 à 400 000 euros par an de dons défiscalisables. Le président de cette association est président d'un blog qui désinforme et qui attaque les scientifiques et fait de l'appel aux dons après chaque article. 300 à 400 000 euros de plus d'argent par an. Tout ça en toute impunité. Donc, il y a l'argent qui est derrière.
il y a la vente de livres, il y a l'invitation à des conférences, où vous devez par définition payer. La désinformation, c'est payant. Donc quand c'est gratuit, à ce moment-là, ça peut être une manipulation politique. À ce moment-là, c'est qu'il y a d'autres intérêts, c'est pour gagner des voix et autres, parce que ça rapporte aussi des voix de gens qui trouvent que cette parole qu'ils contestent est intéressante parce qu'elle contexte. Donc c'est soit l'argent, soit le pouvoir. Et ils ont beaucoup d'argent, ils sont très organisés, avec des avocats, avec des communicants, avec moi, j'ai été harcelé par des avocats. J'allais dire, quel est le profil de ces désinformateurs ? Les profils, tout le monde peut désinformer. C'est ça on les a dans tous. Le pire, c'est scientifique. Sans aucun doute, le pire, c'est scientifique. Parce qu'ils ont la blouse blanche, ils ont a priori une crédibilité, et puis ils se disent n'importe quoi. Ils vous font croire que tel médicament va vous sauver, et ils ont la blouse blanche. C'est généralement en dehors, juste à côté de leur domaine de compétence. C'est rare qu'on soit dans son domaine de compétence à désinformer. C'est possible, mais c'est plus rare parce qu'on a une certaine crédibilité à garder vis-à-vis de ses collègues de sa propre discipline. C'est souvent à côté. Donc ça, c'est facile à attaquer. Les politiques, ça c'est dramatique aussi, je me tourne vers l'ancienne femme politique, c'est dramatique. Mais après, tout le monde est susceptible de désinformer, on peut en avoir partout des informateurs. Sur la question des intérêts que vous évoquiez, évidemment, vous avez parfaitement raison. On a aujourd'hui donné un exemple de désinformateur en chef, il s'appelle le président Trump. Et il a les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est bien des intérêts financiers, et des intérêts de pouvoir. Allez, je vais prendre un exemple qui est connexe à la santé, mais qui est encore autre, la question du réchauffement climatique. Donald Trump, lors de son premier mandat, en 2012, déclare que le réchauffement climatique, c'est un truc inventé par les Chinois et pour les Chinois, pour détruire l'Occident et les intérêts américains. L'ensemble de la construction de la deuxième campagne de Donald Trump, construction politique pour le coup, donc on est sur le registre du pouvoir, se fait avec un discours anti-énergie renouvelable, anti-scientifique au sens anti-réchauffement climatique. C'est-à-dire, je ne crois pas au réchauffement climatique, la responsabilité humaine. Et non seulement il le fait pour des intérêts évidemment financiers évidents, le fameux drill baby drill, c'est-à-dire l'exploitation des hydrocarbures, mais aussi pour des questions d'opinion. Donc le profil du désinformateur, il est évidemment souvent motivé par des intérêts qui sont ceux mentionnés, mais il va au-delà. C'est-à-dire que la question n'est pas forcément celle de la méconnaissance qu'il met dans la tête des gens. Aujourd'hui, il y a 2 ans, une majorité d'hommes blancs a voté pour Donald Trump. Et cette majorité d'hommes blancs étaient diplômés. C'est-à-dire que les personnes qui ont eu le bac aux États-Unis, hommes blancs, avaient voté pour Donald Trump à plus de 50%. Toutes les évaluations sociologiques, je pourrais en parler d'une en particulier, montrent que le sujet n'est pas le degré de connaissance ou le degré de compréhension de l'information. Le sujet est bel et bien l'adhésion aux intérêts sous-jacents au discours, c'est-à-dire l'adhésion aux intérêts financiers et de pouvoir dans le cas que je viens d'évoquer. Oui, parce que c'était une de mes questions suivantes, mais vous anticipez, donc c'est super. Non, mais c'est encore mieux. La question était, est-ce que le problème, parce que c'est vrai que quand on aborde le sujet, on parle, et dans votre rapport en parle, il y a souvent l'enjeu aussi de l'éducation scientifique très jeune et du fait qu'on a des vraies lacunes, notamment au sein de la jeunesse, en termes de connaissances scientifiques. Mais à vous entendre tous les deux, le problème n'est pas forcément tant les connaissances en tant que telles que la confiance et l'adhésion à la science. Ou les deux probablement. Oui, mais la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça se construit avec méthode et par l'éducation et par l'esprit critique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aux jeunes, à la population, à garder un œil critique, ce qui est très différent de la suspicion. Et là, les gens confondent un peu l'esprit critique et la suspicion, et on voit du côté des complotistes ou autres une dérive de l'esprit critique vers une suspicion, c'est-à-dire un a priori toujours négatif, qui n'est pas une analyse
enfin, quelque chose d'analytique de ce qui vous est présenté qui correspond à l'esprit critique. Donc là, on a un vrai sujet de ce côté-là. Je crois qu'il y a plusieurs questions. Évidemment que les deux phénomènes sont... Pour en arriver au point où que nous dénonçons l'un et l'autre, on a plusieurs phénomènes en cause. La question de la connaissance scientifique, il faut être un tout petit peu prudent. Il y a énormément, et on les rappelle dans notre essai, d'évaluation du faible niveau scientifique des petits Français à l'école. Il n'empêche, et ça c'est moins connu, que l'INSEE et l'OCDE, tous les 10 ans, font des évaluations du niveau de connaissance scientifique de l'ensemble de la population, c'est y compris de la population dans cet amphithéâtre, des adultes. Et aujourd'hui, il va de soi, pour des raisons historiques de nombre d'années de formation de chacun, que les âges qui sont avec la moindre littératie scientifique, la littératie scientifique la plus faible, que ce soit mathématique ou scientifique tout court, ce sont les personnes au-delà de 60 ans. Évidemment. C'est-à-dire que plus vous êtes âgé et moins vous avez de connaissances scientifiques, ou dit autrement, la jeunesse, qui certes n'est pas bien classée au niveau international, n'est pas la plus problématique en matière de connaissances scientifiques. Par ailleurs, quand on essaye, on l'a fait sur les statistiques de l'INSEE, quand on essaye de mesurer pour quelle raison quelqu'un va penser que la statistique produite sur l'inflation ou le taux de chômage est construite de manière rigoureuse et donc digne de confiance ou pas, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on va, entre guillemets, y croire et pas y croire? Eh bien, malheureusement, le niveau de diplôme ne joue pas. Il n'est pas significatif. La seule variable significative qu'on a pu mettre en évidence, c'est l'opinion politique, avec une montée aux deux extrêmes politiques de la France, totalement corrélée avec le manque de confiance dans la production de chiffres statistiques. Donc, on a évidemment un sujet de connaissance, cela va de soi, et d'impact de la désinformation sur les connaissances générales et sur la confiance, au-delà des mécanismes d'émotion, etc. Mais on a aussi, et c'est fondamental, cet effet catastrophique actuel qui est que la science est une opinion, est un élément sur lequel on établit ses opinions. Et justement, la science devient une opinion, et même dans les médias. J'ai eu l'occasion de parler... D'ailleurs, je l'avais un peu engueulé, un présentateur, ancien footballeur, présentateur sportif sur une chaîne bien connue de nouvelles, qui me disait, qui voulait me faire intervenir, et il me disait, parce que c'est important d'avoir votre avis, parce que il y a des gens qui ne pensent pas comme vous et qui ont donc une autre opinion. Donc il mettait en opposition un avis, une démonstration scientifique, une analyse pharmacologique sur l'efficacité et le risque du vaccin, face à poids égal, parce qu'il faut le temps de parole équivalent à des gens qui étaient anti-vax. Mais on ne peut pas rentrer dans ce débat-là. C'est comme si on voulait essayer de jouer aux échecs avec un pigeon. Il renverse tous les pions et on n'arrive à rien. Donc en fait, il faut qu'on remette les choses dans le bon sens. Le débat scientifique existe. Il y a des gens qui vont pouvoir exprimer avec des arguments scientifiques, mais le débat n'est pas un débat d'opinion. Il y a deux espaces. Il y a l'espace pour la science et la discussion scientifique. Il y a un débat politique, sur l'interprétation des données de la science et l'application, la mise en application, et des débats d'opinion. On peut percevoir de manière différente un risque, mais une fois que le risque est avéré, que les chiffres sont là, ils ne sont pas discutables, ce sont des faits. Ensuite, au politique et de discuter et de choisir les différentes options qu'il doit prendre. C'est comme si vous étiez avec une voiture. Le scientifique va vous dire il y a 55% de chances qu'il faille aller à gauche et 45% que la bonne direction soit à droite. Et celui qui a le volant, il va prendre la décision. Il y en a un qui ira à gauche, l'autre qui ira à droite. C'est toute la noblesse du politique et qui devra faire d'un côté ou de l'autre. Est-ce que justement, je me demandais, est-ce que pendant la crise Covid, pendant la pandémie, est-ce que cette architecture de la prise de décision entre d'un côté le constat scientifique et ensuite les politiques qui doivent prendre la responsabilité de la décision, est-ce que ça a été suffisamment clair ou est-ce que soit les scientifiques ont voulu un peu trop prendre de place sur le champ politique ou alors les politiques ont voulu un peu trop prendre la place des scientifiques? Est-ce que la répartition des rôles a été suffisamment claire et sinon est-ce que ça a pu jouer un rôle sur la défiance qu'on évoque depuis le début? Alors nous, on a cherché les déclarations des différents représentants politiques pendant la crise du Covid. Eh bien, on a trouvé une citation, on les met de manière très sourcée. Dans tous les partis politiques, on a eu un leader qui a dit « Moi, les vaccins, je ne fais pas confiance ». Dans tous les partis politiques, tous. On les a tous mis comme ça, égalité, la balle au centre. Et ça, c'était dit avant
Enfin, plus exactement, c'est très net. C'est très net. C'est Moderna, c'est-à-dire l'annonce de Moderna que c'est une technologie, alors qu'on va appeler innovante. Voilà, la première utilisation d'un vaccin dit ARN et donc là, alors là, dès qu'on a innovation, nouveauté, et là, ça déclenche tout de suite des prises de parole. Et donc là, le responsable politique se substitue très très clairement aux scientifiques, puisqu'ils n'ont pas demandé leur avis. Après, il y a le moment Raoult, ce qu'on appelle le moment Raoult, où toute la France a des yeux de chimène pour un professeur qui, après, sera évidemment sanctionné par le Conseil de l'Ordre. Et la visite du président de la République française en personne dans le laboratoire du professeur Raoult, quasiment au début de la crise. Donc, pendant la crise du Covid, on a bel et bien eu, à mon sens, une démonstration que les mécanismes de décision politique dans notre pays face à des problématiques scientifiques, et d'abord avant tout scientifiques, étaient pour le moins dysfonctionnels. Et heureusement, c'est assez rapidement revenu en ordre. Il y a eu la mise en place du comité vaccinal, etc. On a repris, on va dire, le chemin normal où les scientifiques proposaient, c'est ce que vous venez d'expliquer, et la décision politique venait après. Mais toute la période, on va dire, les 6 mois, où c'est d'abord et avant tout une question d'opinion, d'émotion, voire d'expression politique qui l'ont emporté, qui l'ont écrasé toute l'analyse scientifique qui était en cours, a été destructrice. Il y a non seulement le politique, mais le médiatique. C'est-à-dire que nous, le 16 mars, on a commencé à s'inquiéter quant à la promotion de l'utilisation. 16 mars 2020, tout au début, quand on a vu les premières courbes présentées par le savant de Marseille qui montrait une efficacité formidable, on s'est dit c'est assez douteux ce truc-là. Et puis tout de suite, on est apparu le 20 mars avec les pharmacovigilants, on s'est dit on va avoir des accidents parce qu'il y a un risque cardiaque quand on a le Covid donne des myocardites, on a entendu parler des vaccins, et ce médicament, quand on a un cœur qui est un peu fragile, peut être dangereux. Ça n'a pas tardé, on a eu des morts, on a eu 8 morts qui sont apparus déclarés en pharmacovigilance dès le premier mois de traitement. Eh bien, c'était inaudible. C'était inaudible. On avait le professeur sur toutes les chaînes, toutes les demi-heures ou toutes les heures, plusieurs fois par jour. Et nous qui faisions les sémaphores en disant non, c'est des bêtises, ça ne peut pas être efficace. Parce que pharmacologue, nous savions que les concentrations n'étaient pas atteignables. Ce qu'ils avaient sur les cellules ne pouvait pas être atteint chez l'homme et dans des délais qui permettaient d'être actifs. Donc ça n'était pas possible. S'il y avait un risque qu'on exposait sans savoir et qu'il fallait faire, si on voulait, des essais cliniques pour prouver que c'était efficace, mais c'était inaudible. Donc là, il y a une responsabilité collective auquel il faut réfléchir. Les gens, comme vous disiez, avaient les yeux de chimène, ils avaient le sauveur, le miracle, et qui allait nous sauver tous dans une situation de panique générale. Et toutes ces situations de panique générale font faire n'importe quoi. Alors, justement, en vous entendant parler, ce que je voulais vous demander, c'est, vous parlez justement de la figure du sauveur qui a été à un moment incarné par le professeur Raoult, etc. Est-ce que dans ce problème de désinformation et de rapport à la science, il n'y a pas aussi, alors on rentre dans une dimension presque philosophique, un problème de rapport de nos sociétés aussi à l'incertitude et au risque? C'est-à-dire, oui, la science ne peut pas tout savoir tout de suite, on ne peut pas avoir une solution préemballée, prête tout de suite en vous disant, voilà, la clé, c'est comme ça, et on règle ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une incapacité de nos sociétés à attendre et à dire, il y a des moments où on ne sait pas, il y a des risques potentiels et on ne va pas avoir une réponse toute faite, et y compris la science elle-même n'a pas tout de suite des réponses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là ? Bien sûr, c'est le glissement très, très lent de la notion de doute qui est consubstantielle à la science, c'est-à-dire avec un renversement spectaculaire du concept par les complotistes, au risque. C'est-à-dire qui est d'abord et avant tout une notion de probabilité, donc qui est déjà très abstrait, à la menace. C'est-à-dire que le risque est devenu menace. Quand est-ce que le risque est passé, on est passé de la notion de risque à la notion de menace? Nous, on pense que c'est vraiment au même moment que la mise en place du principe de précaution, qui s'inscrit dans la Constitution. Je ne suis pas du tout contre le principe de précaution. Je fais juste la remarque que le fameux article 1, qui est le cœur du principe de précaution, n'a jamais été appelé par la justice. Jamais. Donc il y a eu des blocages au titre on va dire, des incertitudes sur les mécanismes de recherche. En revanche, on n'a jamais eu, à ce stade, de blocage de la recherche au nom du principe de précaution en tant que tel. Toujours est-il que le fait que quelque chose qui est risqué devienne une menace est lié à ce moment où, en fait, la notion de risque zéro apparaît.
c'est très ancien. On est revenu, et c'est vous le spécialiste, à la relation à la dose. Vous l'avez dit d'ailleurs à l'instant sur la question des solutions, Raoul. Donc, on passe on essaye d'évacuer de notre société française le risque, parce que tout risque est menace. On a un exemple très frappant, pour moi en tout cas, qui a assisté au débat, c'est le débat extraordinaire sur le compteur Linky. Donc Linky, c'est le petit compteur là, qui dit aux producteurs d'électricité combien vous consommez, etc. Moi, j'ai assisté à des discussions dans des salles de gens qui étaient persuadés que c'était d'abord un espion à la solde de je ne sais pas qui, mais surtout c'était destructeur de leur cerveau. Et alors je posais toujours la question, est-ce que dans cette salle, on est bien d'accord qu'il n'y a personne qui a une plaque à induction, ni un téléphone portable, ni même un poste de radio? Alors tout le monde disait, bah si, évidemment, mais vous avez conscience que c'est exactement la même. Ah non, mais ça n'a pas de sujet. Linky, c'est un risque, et donc on ne peut pas le prendre, un risque irrationnel, mais un risque, et donc on ne prendra pas ce risque, et donc on rejettera Linky. Eh bien, c'est cette évolution-là qu'on doit affronter aujourd'hui, et qui fait qu'aujourd'hui, en France, une minorité nette de Français pense que le progrès apporte plus de bien que de mal, et une majorité pense que le progrès apporte plus de mal que de bien. Oui. Avec, la science ne sait pas tout, ça c'est sûr, mais et aussi inversement, quand on a quelque chose qui survient, on veut absolument trouver un coupable et une explication rationnelle ou scientifique à quelque chose qui arrive, donc c'est un paradoxe. Alors, avant de donner la parole au public, peut-être passer aussi à la partie solution quand même. C'est-à-dire maintenant qu'on a fait ce constat-là, comment on y répond, parce qu'il y a le risque d'être dans l'incantation, de dire oui, la science a raison, oui, attention, il faut revaloriser la science, etc. Mais concrètement, au-delà de ce discours-là, comment on fait pour retisser cette confiance qui s'est, comme vous venez de le dire, perdue avec une partie de la population? Alors, le ministre de la Santé a proposé de faire un observatoire de la désinformation. Ce qui est on va dire, pas une super bonne idée. C'est-à-dire que si on court derrière les informations, on va courir derrière, on sera toujours derrière, on va s'épuiser, on ne va rien faire. Donc en fin de compte, il faut faire un observatoire de l'observation et faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut identifier tous ceux qui font une parole scientifique valide, qui produisent correctement, et le mettre en avant, et le valoriser. Et en fait, la désinformation et les mauvaises informations, il faut les noyer comme la e-réputation. Vous savez, quand vous avez une mauvaise note à votre restaurant, vous mettez plein de bonnes réputations, à ce moment-là, elle est cachée. Et bien, il faut que tous ceux qui s'expriment au point de vue scientifique prennent la parole, expliquent la science, racontent la science, disent la science dans une polyphonie de scientifiques et non pas une version top-down, si je peux me permettre cet anglicisme, du ministère de la Vérité qui, par le biais d'ambassadeurs ou autres, va vous dire la vérité vraie. Ça peut être totalement contre-productif et même dangereux. C'est là qu'on détruit la confiance. On détruit la confiance si c'est l'État profond qui va vous expliquer comment ça doit se passer. Non, c'est la collectivité, c'est la masse des scientifiques qui doit s'exprimer. Donc il faut qu'ils apprennent à parler. Il faut qu'ils apprennent à parler en public et qu'ils apprennent à parler dans les médias, qu'ils arrivent à s'exprimer sur les faits scientifiques, dans leur domaine de compétences. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et qu'on fasse revivre la science dans nos sociétés. Je pense qu'il y a plein d'idées, et notamment on peut aller voir ce qui se passe à l'étranger. Je recite le cas du Royaume-Uni qui est quand même très intéressant. Alors, je prends deux exemples de choses qu'ils ont fait au Royaume-Uni qui seraient très simples à faire en France. Enfin, en tout cas, je pense. Premier exemple sur la question des médias, parce que c'est très important que les scientifiques sont sortis des laboratoires, selon la formule historique de Jean Perrin, mais ils n'ont pas forcément ils n'ont pas le droit à la parole, comme vous l'avez exprimé. Au Royaume-Uni, ils ont mis en place une agence de presse scientifique, c'est-à-dire que quand un journaliste a besoin d'une information scientifique ou travaille sur un papier scientifique ou faisant appel à la science, il contacte cette agence qui lui indique quels sont les scientifiques spécialistes du sujet. Il leur indique plusieurs, mais c'est la source, on va dire, la source de la parole est indiquée par cette agence qui est cofinancée par l'ensemble de la presse britannique et par les universités britanniques, avec d'ailleurs un siège, je crois, à Cambridge et à Oxford. Donc on est sur un exemple où, en fait, les médias acceptent le fait qu'il y ait une recommandation de la parole scientifique. Premier exemple. Deuxième exemple, qui est, à mon sens, beaucoup plus
beaucoup plus difficile à mettre en place en France, c'est le conseiller scientifique national. Alors, vous allez dire, l'Académie des sciences en France, je sais, je fais partie d'un groupe de travail qui travaille sur ce sujet. L'Académie des sciences en France, il n'y a pas un ministre en France qui a le réflexe de l'appeler quand il se pose une question. Pas un ministre. Alors là, dans beaucoup d'autres pays, notamment je pense au Canada, au Royaume-Uni, à d'autres pays, ils ont un conseiller scientifique en chef dont le rôle n'est pas de donner son opinion, évidemment, dont le rôle est de dire la science sait ça, la science ne sait pas à partir de ce point-là. C'est-à-dire, son rôle est d'affirmer ce qui est déjà connu, ce qui est universel. La Terre est belle et bien ronde, à peu près, et ce qui n'est pas connu. L'univers est infini ou pas? Bonne question. Et ça, cette séparation-là, pour une décision politique, c'est fondamental. Et typiquement, si en France, on avait eu cette voie-là pour la dernière loi du plomb, on se serait peut-être évité certaines prises de parole intempestives. Alors, dans notre rapport, on ne recommande pas exactement ce qui est fait en Angleterre, parce qu'on pourrait le discuter, c'est débattable, mais on propose de faire un annuaire d'experts issus qui permet d'identifier des personnes qui, comme quand on est reviveur dans un article d'article scientifique, on marque ce domaine d'expertise. Moi, c'est l'asthme, la bronchite chronique, la pharmacologie, enfin, tout est coché, les cases correspondant à mon domaine d'expertise. Et je pourrais rajouter à des informations. Et donc, de la même manière, on peut avoir des experts qui sont identifiés pour leur domaine d'expertise et à qui on a appris, qui ont des appétences pour parler auprès des journalistes, auprès des médias, et que les médias peuvent aller chercher, sinon pas dans leurs experts habituels, quelqu'un qui est spécialiste de tel domaine. Ils peuvent trouver quelqu'un qui peut aider. Je pense que c'est important de développer ce point-là. Il y a aussi l'aspect législatif. Ces dernières années, il y a eu plusieurs tentatives, notamment je pense sur la question des dérives sectaires de législation. Vous, quand on a échangé, professeur, pour préparer cette table ronde, vous disiez qu'on avait déjà un arsenal assez important et que la question était davantage de son utilisation et son effectivité que plutôt que de créer ou d'imaginer de nouvelles lois. Vous savez, en tant que scientifique, on s'est un peu exposé par la crise Covid. On a pris plein la gueule, hein, si je peux me permettre ce mot. Moi, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu des lettres d'avocats, j'ai eu des courriers, des mises en demeure à mon président d'université, au ministère de l'Enseignement supérieur pour m'interdire d'exercer. J'ai eu, lors de ce rapport, 2 courriers envoyés au ministre pour nous interdire de faire ce rapport, encore pas cette association faite par Mme Vonard. Et ensuite, il y a eu même un référé pour nous interdire de déposer. Donc en fait, l'idée, c'est de museler les scientifiques et de les harceler. Regardez, quand même, de manière aussi incroyable que ça puisse paraître, Mme Costagliola a eu une perquisition chez elle sur la base de dénonciation de cette même association dont je parlais tout à l'heure, dénonciation complètement fallacieuse. Elle avait inventé, elle avait voulu lutter contre l'ivermectine qui nous aurait tous sauvés. Elle avait des intérêts financiers qu'ils n'ont jamais trouvés. Il y a eu un non-lieu. Mais voyez, avoir une perquisition à 6h du matin où vous saisissez tous vos ordinateurs, vous êtes en pyjama et tout, c'est pas très agréable. J'ai Karine Lacombe, pour ne pas la citer, en est à son 4e, 5e, elle doit probablement plus, convocation devant l'ordre des médecins sur des plaintes fallacieuses. Il y a encore au mois de janvier, dans un mois, là, il y a un syndicat Liberté Vaccination, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a fait des procès et des attaques auprès de médecins. Donc il y a un vrai harcèlement des scientifiques qui se sont exposés. En face de ça, moi j'attends. Les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine qui n'ont pas respecté la loi Jardé, normalement c'est 3 ans de prison et 15 000 € d'amende, pas une mise en examen, malgré des articles 40 déposés par l'Agence du médicament, déposés par plein de gens. Toutes les plaintes qui ont été portées ont été classées sans suite. Derrière, vous avez le professeur Raoul qu'on citait tout à l'heure. Je vous rappelle, il a quand même fait un acte de charlatanisme phénoménal. Il a eu un blâme par l'ordre des médecins en première instance. Alors après, il était suspendu pour 2 ans alors qu'il est à la retraite. Super, hein, si vous voulez, c'est 2 poids 2 mesures. D'un côté, les scientifiques qui se font harceler. J'ai des collègues qui ont perdu leur boulot, des collègues, ça leur a coûté une voiture pour se défendre. Derrière, la justice leur a donné 3 000 €, ils en ont dépensé 20 000. Un peu embêtant quand même, si vous voulez. Donc là, il y a une asymétrie. Moi, j'ai la protection fonctionnelle, j'ai la chance parce que je suis universitaire et mon université, que je remercie, mon hôpital, m'a proposé de me protéger. Hein, mais il y en a qui ne sont pas protégés. Derrière, les lois existent. Il y a le charlatanisme, l'exercice illégal de la médecine, l'exercice illégal de la pharmacie, les dérives sectaires. Il y a un arsenal phénoménal. Il n'est pas mis en application.
Donc ça ne sert à rien de créer de nouvelles lois. C'est pour ça que dans notre recommandation, on dit ne créez pas de nouvelles lois. Si c'est pour créer des lois qui ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien. Commencez par appliquer les lois telles qu'elles existent et ensuite on rediscute. Peut-être Madame Berger, justement pour le prendre aussi c'est-à-dire qu'en effet on peut se dire c'est pas appliqué, c'est terrible, mais on peut aussi se dire qu'on a potentiellement des outils que d'autres n'ont pas. Et je sais que justement nous, quand on discutait en préparant la table, vous parliez du cas des États-Unis qui eux avaient totalement perdu la bataille. Qu'est-ce que justement nous avons que n'avaient pas ou que n'ont pas les États-Unis et qui ont fait que là-bas la bataille a été encore plus perdue, si je puis dire? Alors, on avait évoqué effectivement le cas des États-Unis en préparant cette réunion parce que nous, on a été très frappés avec mon co-auteur de tomber sur un livre qui s'appelle Unscientific America, qui est écrit en 2009 et qui décrit exactement ce qui va se passer aux États-Unis, qui explique que la confiance dans la science s'est effondrée, que l'instantanéité des opinions, etc., fait que... Il décrit tout ça. Il ne s'est, à vrai dire, rien passé puisque c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est ce camp-là qui a gagné. Donc, la première chose qu'on a en France, c'est qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et donc, si on lève le drapeau, si quelques-uns lèvent le drapeau, c'est parce que il y a encore du temps pour réagir. Et on peut éviter la catastrophe. On peut éviter un anti-vax au ministère de la Santé. On peut éviter la première décision, l'une des premières décisions, des premiers décrets signés le premier jour de sa fonction par le président Trump, ça a été de supprimer, ce qui a été fait dans la nuit, au census américain, qui est l'équivalent de l'INSEE américain, de supprimer toutes les statistiques de comparaison femmes-hommes. Elles n'existent plus. Il n'y a plus de comparaison salariale femmes-hommes aux États-Unis depuis le premier jour. Donc, ils ont pris le pouvoir avec un agenda anti-scientifique, le fameux agenda du programme ultra-conservateur. Notre principale force en France, c'est que nous pouvons encore réagir. Maintenant, il faut le faire de manière collective et avec toutes les bonnes volontés scientifiques et les amoureux de la science et surtout les amoureux de la démocratie. Nous pouvons, pour 2027, avoir une prise de parole collective, une prise de parole au travers des rapports, au travers des livres. Peut-être que Paris Saclay-Summit pourrait faire une expression. L'Académie des sciences, cette semaine, a publié un communiqué en disant « la science n'est pas une opinion ». Donc il y a le dispositif légal. Maintenant, on est désormais, à mon sens, sur le débat collectif, sur le débat public, sur le débat politique. Et c'est bel et bien une mobilisation de tous les citoyens qu'il faut envisager. Eh bien, je vous propose qu'on passe aux questions de la salle et du public pour poursuivre la discussion. Je vois qu'on a un monsieur là-bas. Allez-y. Bonjour, merci pour ce débat très intéressant. Vous avez beaucoup fait le focus sur la connaissance scientifique et l'importance de la valoriser et de la défendre. Alors, juste sous un angle différent, et je voulais avoir votre éclairage là-dessus, on a ce qu'on appelle la loi de Brandolini, hein, c'est l'asymétrie du baratin, c'est-à-dire qu'il faut plus d'énergie pour réfuter du baratin plutôt que de le faire. Dans la société qu'on vit aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même un effet exponentiel lié au système d'information, etc. Tout ça pour dire que est-ce que le combat à mener, il n'est pas aussi, le cœur du réacteur, il n'est pas aussi sur le fait de promouvoir et d'éduquer à la démarche scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas la science en tant que telle, c'est la démarche scientifique qui est le meilleur moyen de conserver l'esprit critique. Voilà. Et je pense que ça, c'est le cœur du réacteur. Si on veut changer les choses, je pense qu'il faut arriver à travailler sur cet esprit critique, que ce soit les jeunes dans le domaine de l'éducation et les moins jeunes d'une autre manière. Mais je pense que le cœur du réacteur, il est là, et il y a malheureusement que comme ça, en tout cas c'est mon avis et je voulais avoir votre éclairage, et je me trompe peut-être, voilà, avoir votre éclairage sur le sujet. Ouais, vous avez raison, mais je pense que une seule action ne peut pas marcher tellement l'ampleur du phénomène est importante. Donc il y a effectivement, la loi de Brandolini, c'est une fake news, ça va très vite, elle prend l'ascenseur pendant que la vérité prend l'escalier. Et moi j'insiste aussi sur l'éducation, parce que l'éducation c'est le sale gosse qui appuie sur chaque bouton de l'ascenseur pour le ralentir, hein, et ça limite la propagation de la désinformation. Donc l'éducation c'est essentiel. Et comme vous le dites, la démarche scientifique, comment se construit la science, comment elle se corrige aussi, c'est aussi important de dire, ça c'est des choses qui sont importantes, l'éducation, mais la formation,
la formation des journalistes. On n'a pas assez de journalistes scientifiques. Alors je vois Olivier Hertel du Point, avec qui j'ai le plaisir de travailler, qui est un journaliste scientifique hors pair. On a des journalistes scientifiques, mais trop peu qui sont capables de dire dans une rédaction, non, va pas faire ce sujet, certes ça va faire du buzz, mais c'est une contre-vérité complète et ça va raconter n'importe quoi. Ça, on n'a pas ces gens-là qui ont le pouvoir d'agir, et ça c'est essentiel. La formation des professionnels de santé, la formation de tout le monde. Je vous donnerai un exemple. J'ai une amie qui est allée chez son pharmacien pour se faire vacciner contre la Covid. Elle est arrivée chez le préparateur de pharmacie, elle a demandé si c'était le vaccin Pfizer. Le gars est allé regarder dans le frigo, il a dit non, c'est le Comirnaty, c'est le vaccin Pfizer entre nous. Elle dit mais est-ce que c'est le vaccin ARN ? C'était il y a 3 mois. Mais vous voulez quand même pas avoir un vaccin ARN, ça modifie votre ADN. Dit le préparateur en pharmacie d'une pharmacie qui vaccine contre le Covid, c'est-à-dire dont la pharmacienne n'est pas anti-vax. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, ces discours de désinformation ont infusé dans la population et il faut la lutter au pied à pied, chacun d'entre nous doit le faire. J'ai appelé la pharmacienne qui était absolument désolée d'apprendre ça. J'étais sûr que ce n'est pas une anti-vax. J'ai dit faites gaffe à la formation du personnel. Mais on a ça partout. Quand vous avez votre brancardier ou vous êtes soignant, vous allez pour une chimiothérapie qui vous dit le dernier patient que j'ai emmené là-bas, il en est mort. Si vous voulez, ça incite pas forcément. Donc il faut qu'on forme l'ensemble des personnels de santé et des scientifiques à parler correctement. Alors j'ai un avis un peu plus distancé sur la notion d'esprit critique. Je pense vraiment que dans nos sociétés, on manque de tout sauf d'esprit critique. Et que c'est comme au judo. C'est-à-dire que ceux qui mènent la bataille anti-science pour des intérêts ou autres s'appuient sur la notion d'esprit critique pour contrecarrer la question de la démarche scientifique. Et c'est un vrai problème. Le doute... Le doute est, comme au judo, le doute est utilisé par les antiscientifiques comme la justification absolue à la remise en question de la connaissance scientifique. Et ça, cette inversion-là, elle est extrêmement difficile à avoir. Et dire à quelqu'un, pour contester dans le débat, qu'il manque d'esprit critique, c'est, je pense, commettre une erreur. C'est-à-dire que c'est l'esprit critique au sens mauvais, si je peux dire, c'est-à-dire au sens non universel et non incontestable, qui est appelé par la plupart de ceux qui supportent la désinformation. Et donc, autant je suis bien évidemment d'accord sur la nécessité d'avoir un maximum de personnes qui partagent la notion de démarche scientifique, autant faire appel à plus d'esprit critique est, à mon sens, donner plutôt plus de garanties à ceux qui s'appuient là-dessus pour contrecarrer la connaissance scientifique. Alors je mettrai un petit bémol, c'est-à-dire qu'il y a esprit critique et suspicion. Et ça, c'est très différent. Et souvent, ceux qui sont dans ce sens-là sont en fait des suspicieux qui remettent en cause tout, et c'est pas la démarche de l'esprit critique. La démarche de l'esprit critique, c'est une démarche analytique. On regarde le fait un par un et on voit le plus, le moins pour se faire une opinion. La suspicion, on part d'un a priori. C'est exactement la démarche inverse. La démarche scientifique, c'est je pars d'une hypothèse et je vais voir si elle résiste. La croyance, je pars d'une certitude et je vérifie si tout me confirme. Là, la suspicion, c'est je pars d'une certitude, on nous trompe, on nous raconte n'importe quoi, et derrière, je vais trouver tous les petits arguments qui vont me renforcer dans ma certitude. Et là, c'est de la suspicion. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on arrive à faire la vraie distinction et l'éducation. L'esprit critique, ça n'est pas la suspicion. Je crois que Madame avait une question par ici. Merci. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur la question de la formation. Et très rapidement, je me présente pour vous donner aussi un contexte. Je travaille pour la Fondation Sorbonne Université. Et une chose que nous essayons de faire, c'est aussi de rendre la science un peu plus accessible à tout le monde. Et dans un contexte où l'immédiat est important, j'avais une étude où je crois il faut 3 secondes pour une vidéo TikTok. Je ne connais pas TikTok, mais qui vous accueille. Donc, en 3 secondes, vous décidez si oui ou non vous allez la regarder. Le problème, c'est que très souvent, les scientifiques avec lesquels je travaille n'arrivent pas non plus à capter l'attention en 3 secondes. Là où les personnes qui remettent en cause, qui donnent leur opinion, eux, peuvent le faire. Donc, ma question, c'est aussi comment on utilise les nouveaux médias,
les médias sociaux, notamment, parce qu'en effet, on peut regarder et lire un article du Point, mais tout le monde n'a pas le temps ni l'intérêt pour ça. Donc, comment on fait pour être sûr que ce que vous partagez aujourd'hui, ça atteigne le grand public, pas seulement ceux qui ont décidé de venir jusqu'à Saclay? Alors, dans notre essai, on recommande quelque chose qui va vous paraître pour vous ici totalement évident, qu'il n'est pas du tout. On fait refaire de la science une culture populaire. Pourquoi je dis que ça vous paraît évident? Parce que vous considérez que c'est une culture populaire. Pourquoi je vous dis que c'est pas du tout évident? C'est que la demande a été faite, notamment à France Télévisions, de prendre, allez, 1 minute 30, 2 minutes de spot tous les soirs. Je ne parle même pas des réseaux sociaux, je parle de la télé, que quand même quelques personnes regardent encore. 1 minute 30, 2 minutes, à la place de la minute 30 ou 2 minutes dédiée à la cuisine ou à je ne sais pas quoi, pour parler simplement d'un fait scientifique. Mais ça a été refusé par la présidente de France Télévisions. C'est refusé. La demande est venue du CNRS, la demande est venue de l'Académie des sciences, c'est refusé. Donc on n'a pas la place à France Télévisions de donner 1 minute de connaissances scientifiques. Pourquoi je parle de cette problématique? C'est parce qu'il y a 2 théories qui s'affrontent. Certains sociologues pensent que la bataille face aux réseaux sociaux, elle est quasiment perdue. D'autres pensent que c'est un peu le même phénomène que le vaccin. Il suffit d'une toute petite exposition à la vraie connaissance scientifique pour que les esprits changent. Même mécanisme que le vaccin. Alors, je ne tranche pas sur les deux théories. Je sais simplement que si on n'essaye pas, un minimum, de mettre un tout petit peu de connaissances sur la place publique au niveau d'une culture populaire, alors c'est sûr qu'on va perdre la bataille. Voilà. Alors, pour revenir sur la question des réseaux sociaux. Voilà. Revenir sur les réseaux sociaux, bon, c'est une source d'information phénoménale. Mais c'est effectivement une source de désinformation. Ce ne sont pas des hébergeurs. Et ils revendiquent le fait d'être des hébergeurs d'informations, etc. Et donc revendiquent par ce biais le fait de ne pas réguler. Ils ont une politique éditoriale. Elle est algorithmique, certes, mais c'est une politique éditoriale qui favorise l'engagement, le buzz et valorise tout ce qui va être relayé. Donc, in fine, va plus probablement parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des trains qui arrivent à l'heure. Et donc, va promouvoir plus la désinformation que des informations scientifiques, factuelles et vraies. Donc, le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça veut dire que ce sont non pas des hébergeurs, mais ce sont des éditeurs, comme les autres. Ils doivent avoir des régulations, comme les autres. Et c'est pour ça qu'il faut leur imposer d'avoir une modération qui est efficace pour supprimer des contenus délirants. Regardez ce qui s'est passé pour Serge Hertzberg, si vous avez regardé ce qui se passait sur une chaîne YouTube. Pendant 1 mois, il y a une IA, un gars qui a mis sur une IA une vidéo fausse de lui avec son image et sa parole et un pseudo-bureau où il disait n'importe quoi sur la prise en charge alimentaire, profitant de sa renommée avec le Nutri-Score. Serge Hertzberg n'a jamais réussi à le faire retirer. Il a même envoyé sa carte d'identité. On lui a dit mais c'est rien. Moi de mon côté, j'ai fait des signalements. On m'a demandé mais c'est au nom de quelle loi vous dites que c'est illégal d'avoir de plagier quelqu'un, etc. Autrement dit, ils ont freiné les cas de fer. Il a fallu passer par d'autres circuits qui sont absolument pas normaux sur lesquels on a pu faire retirer cette vidéo. Ça veut dire que les réseaux sont responsables, mais ils ne font pas ce qu'il faut faire. Donc il faut leur imposer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Vous parliez de l'expertise et de l'annuaire d'experts. Moi, je travaille au Haut Conseil de la santé publique. Alors, je suis en coordination de la commission spécialisée des maladies infectieuses et émergentes. Et on est un organisme, mais au même titre que la HAS, on a été créé pour aider les autorités sanitaires à prendre des décisions. Donc, on a des experts indépendants. Et par exemple, sur l'hydroxychloroquine, puisque ça a été évoqué, nous avons fait un avis, on a fait des mises à jour de notre avis, il y a eu un décret. Je préfère pas mentionner le nombre de personnes qui ont été traitées dans les hôpitaux par des médecins qui n'étaient pas des complotistes et pour lesquels les patients ont reçu de l'hydroxychloroquine. Donc ces experts, ils existent. Nous, on a été très très largement saisis pendant le Covid, puisqu'on a dû produire environ 150 avis, mais je pense que la HAS a contribué également. Il y a maintenant la NRSMIE aussi, il y a les sociétés savantes, donc tout ça, ça existe. Oui, vous prêchez un convaincu, c'est-à-dire qu'il faut, c'est ce que je disais depuis le début, c'est qu'il faut tous les gens qui produisent de la formation de qualité partout en France, et Dieu sait s'ils sont nombreux, les sociétés savantes, les universités, les hôpitaux, les agences, des journalistes de fact-checking, etc. produisent, et il faut le mettre en avant et il faut le rendre plus visible. Et actuellement, c'est invisibilisé. Ce dont on entend parler, c'est seulement de la désinformation.
Non, ce que vous venez de décrire est exactement le point d'alerte sur lequel je pense on est complètement d'accord l'un et l'autre. Après, encore une fois, la façon de réagir, elle peut être, on va dire, par des processus, par la mise en place de solutions d'information, etc. Ma conviction, c'est que la façon de réagir la meilleure, c'est de le mettre sur le champ politique, du débat politique, de la prise de position politique des uns et des autres. Il faut interpeller l'ensemble des responsables ou de ceux qui souhaitent être élus, et j'ai fait partie de ceux qui ont été élus, sur qu'est-ce qu'on fait pour faire respecter les avis du Haut Conseil de la santé publique, typiquement. Mais les classes politiques n'ont pas pris conscience du danger de la désinformation. Dans notre rapport, nous avons contacté 8 partis politiques. Nous avons relancé 3 fois ces partis politiques. Seuls 4 sur 8 nous ont répondu. Je ne donnerai pas les noms des 4, vous n'avez qu'à regarder le rapport et vous devinerez. Mais c'est quand même incroyable que nos représentants ne prennent pas conscience du danger que ça peut représenter pour la santé des patients et aussi pour la démocratie. Peut-être qu'on prend une toute dernière question dans le public. Je vois qu'une main se lève. Bonjour et merci pour vos exposés fort intéressants. Je me pose quand même depuis le début une question. Tout ce que vous venez de dire, ça peut s'appliquer à tout ce qui se passe en ce moment dans le pays, notamment la désinformation dans d'autres domaines que la médecine. La politique, l'économie, partout on trouve ça. Et donc il faudrait peut-être prendre des mesures qui ne soient pas liées purement à la médecine, mais qui soient liées à, par exemple, les réseaux sociaux, être effectivement beaucoup plus durs, voire, je sais pas, quand j'entends parler que les réseaux sociaux vont être interdits pour les gamins, ça me fait doucement rigoler. C'est vraiment un truc... Bon, on fait un petit coup de bluff, mais ça ne marchera pas. Donc, est-ce qu'il ne faut pas étendre tout ça et regrouper tout dans une prise de conscience collective à 13 mois ou 14 mois d'une présidentielle pour que ça devienne un sujet majeur et un engagement de ceux qui pourraient être amenés à nous diriger pendant 5 ans encore, pardon. Alors, vous élargissez évidemment la question à l'ensemble des sujets de désinformation. Il va de soi que beaucoup d'autres sujets sont concernés. Je pense que notre conviction à l'un et à l'autre, c'est que quand cela touche aux faits scientifiques, au consensus des scientifiques, à la vérité scientifique, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux, parce que c'est le socle. C'est-à-dire qu'après, l'ensemble des désinformations sont dangereuses. Une désinformation l'ensemble des informations sont dangereuses. Mais si on noie ce qui fait vérité, ce sur quoi le débat peut se construire, ce sur quoi les gens peuvent appuyer une décision collective, alors là, on fait tout voler en éclats. Et si on ne met pas l'accent sur cet aspect-là, si on essaye de traiter le problème dans son ensemble, on risque de rater quelque chose de majeur. C'est que le jour où on n'aura plus de références scientifiques communes, c'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, eh bien, il n'y aura vraiment plus de mécanismes démocratiques de lutte contre la désinformation qui seront possibles. Professeur, peut-être pour conclure, il nous reste 1 minute. Ah non, juste pour dire que c'est vrai, vous avez raison, la désinformation dans tous les champs, elle existe, et pas uniquement dans la science. C'est fondamental dans la science. Et dans la santé, ça a un plus, parce que ça touche à notre vie. Si on désinforme pour dire que la Terre est plate, bon, à la limite, c'est pas très grave, sauf si on veut envoyer une fusée sur la Lune. Mais désinformer sur la santé, ça nous touche tous. Et donc, ça va faire qu'on va prendre des fois des réactions qui ne sont pas rationnelles et qui peuvent... Donc, je pense que la santé, et ça, je parle que dans mon domaine d'expertise, des informations en santé, je crois que c'est un point exquis, au sens médical du terme, quand on appuie, ça fait mal. C'est le point exquis de la désinformation. La santé, c'est un bien particulier, on n'a qu'une vie, quoi. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à vous. Merci à tous les 3. Vous feriez un excellent youtubeur, je me dis ça serait une bonne façon de vulgariser, vu comment vous racontez. Peut-être une deuxième carrière. Bon appétit, merci beaucoup à vous, et c'est l'heure de notre pause déjeuner.